Merci d'être là. Vous êtes nombreux et apparemment très intéressés par le débat qui va se faire dans un instant. C'est un grand plaisir effectivement de vous retrouver, de se retrouver là tous ensemble. Et ce débat sera consacré, vous le savez, à cette belle région de Rabah Salé Kénitra, l'attractivité des territoires. Ce sera consacré aussi à ce qu'on peut appeler la stimulation de l'investissement privé qui s'annonce riche et passionnant. Un focus particulier est accentué également sur ce qu'on appelle les TPME, les très petites et moyennes entreprises, sur la thématique de l'emploi, voilà, dans cette région, dans l'arc Rabah Salé Kénitra. Et je voudrais également préciser autour de vous que la dernière partie de cette rencontre sera consacrée à vos questions. Donc n'hésitez pas, une fois que nous aurons pratiquement terminé ce débat, à proposer vos questions et nos invités seront là pour y répondre. Explorer donc les atouts de cette belle et stratégique région, les leviers financiers également, les besoins des porteurs de projets ainsi que le rôle de ce que l'on appelle les initiateurs potentiels dans des domaines bien souvent innovants. Pour cela, j'ai le plaisir de vous présenter dans ce thème donc consacré au Maroc, terre d'accueil et d'attractivité pour les investisseurs d'ici et d'ailleurs. J'ai le plaisir donc d'accueillir, de recevoir Madame Shiraf Azmani, directrice générale déléguée d'Imkan Waterfront. Vous voyez, vous faites une entrée des artistes. Merci d'être là. Adil Arzal, président du directoire Banque Populaire Rabah Salé Kénitra. C'est Adil Marhaba. Je reçois également Mohsin Benjeloun, directeur général du Centre régional d'investissement au niveau de cette même région, RSK comme on dit, Rabah Salé Kénitra. Et enfin Saïd Jabrani, directeur général de Tamwilcom. Merci à vous tous d'avoir répondu présent effectivement à notre invitation. Alors, commençons véritablement par, en fait, l'ASS, comme on dit, la base, le territoire. Et là, je m'adresse particulièrement à vous aussi, Mohsin Benjeloun, à partir de quels critères, d'une manière générale, véritablement, sont définis les priorités du CRI, du Centre régional d'investissement de Rabah Salé Kénitra, pour accompagner justement les investisseurs potentiels dans leur démarche administrative notamment. Bonjour, c'est M. Chaeb. Merci pour votre question. Bonjour à tous. Je pense que c'est intéressant d'abord de resituer le CRI dans un contexte global qui est celui du paysage de l'investissement. Aujourd'hui, le parcours d'un investissement est structuré autour du ministère d'investissement, qui a un rôle, qui est mon ministère de tutelle, de tous les CRI, qui est un rôle, donc en effet, de monteur, d'arrangeur et de coordonnateur d'une stratégie. Sur cela, il s'appuie sur l'AMDI, qui est donc vis-à-vis des investisseurs internationaux, qui est l'outil pour prospecter, pour aller rechercher l'investisseur, et qui s'appuie après sur le territoire, sur les 12 CRI. Le CRI de Rabah Salé Kénitra, moi j'aime bien donner l'exemple, un CRI c'est une boutique. C'est une boutique qui vend de l'investissement, pourquoi ? Pour créer des emplois. J'ai deux cas. Lorsque dans une boutique, j'ai l'investisseur qui vient chez moi, donc lorsqu'il vient, c'est parce qu'il a un besoin, donc soit pour se faire autoriser, pour acquérir du foncier, pour se faire autoriser une construction, une étude d'impact environnemental, ou il a un besoin particulier, il a besoin qu'on l'accompagne pour du foncier sur des problématiques RH, ou même lorsqu'il a des sujets de discussion avec d'autres administrations, il a besoin d'être orienté. Et puisque j'ai une boutique, je dois aussi aller chercher ce client. J'ai aussi un rôle de promotion du territoire. Donc, dans ce rôle de promotion du territoire, on va d'une part générer de la data, puisqu'on a à disposition certains outils qu'on a mis en place, l'observatoire qui permet à un investisseur de se renseigner sur un territoire, en particulier sur la région Rabah Salé Kénitra. Et puis, par ailleurs, donc, déployer une stratégie, c'est du business développement concrètement, déployer une stratégie pour aller chercher cet investisseur, pour l'attirer
en coordination bien sûr avec le ministère de tutelle, l'AMDI et bien entendu les patrons du territoire que sont notamment la wilaya. Alors, bien sûr, quand on parle de territoire, on parle évidemment d'investissement, j'imagine, et sans accès au financement, ça c'est évident, les ambitions qui restent ce qu'elles sont, pratiquement à l'état de lettre morte. Et là, je m'adresse à Cyrzel, d'où l'importance aussi vitale de ce qu'on appelle le système bancaire pour accompagner efficacement donc ces TPME. Qu'est-ce qui est fait véritablement voilà, parce qu'en fait, vous êtes un peu le corollaire un peu des centres régionaux d'investissement. Voilà, quel est un peu le moteur qui est lancé en ce moment-là? Merci pour l'invitation. Effectivement, la banque joue un rôle essentiel dans la réalisation de l'investissement et même pour la vie après, pour le fonctionnement. Donc, nous, en tant que Banque Populaire, on est très ancré sur les territoires. On est organisé en banque régionale, en banque en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'on a même une régionalisation avec un centre de décision qui est au niveau de la région. Donc, on connaît bien nos territoires et c'est ce qui fait notre force et ce qui nous permet de bien connaître les TPME qui opèrent dans notre région. La région de Rabat-Salé-Kénitra est une région pour nous qui est, enfin moi, c'est mon focus, et c'est une région qui est très très prometteuse avec beaucoup d'atouts. Nous essayons d'accompagner les porteurs de projets de différentes manières, donc de la TPE, la vraie TPE toute petite, ou même des artisans, qui est notre fonds de commerce, jusqu'à la corporate qui investit dans des grands projets d'infrastructure ou des projets structurants. Donc, nous avons différentes façons d'accompagner. Qu'il s'agit d'une TPE où il va avoir besoin de plus d'accompagnement. On a même une fondation pour la création d'entreprises qui permet d'accompagner dans la réalisation des business plans, des études de marché et de la structuration du projet, jusqu'à des outils de financement de project finance ou de choses beaucoup plus sophistiquées. Donc, notre rôle, c'est d'identifier ces porteurs de projets. D'ailleurs, on va les voir maintenant. On n'est plus la banque qui attend de recevoir les projets. On va aller sur le terrain pour aller chercher ces projets avec nos partenaires publics, privés. Nous avons aussi la relation avec les MDM, les Marocains du monde qui investissent. Donc, on représente plus de 50% de la clientèle MDM. Et donc, on cherche ces investisseurs qui vont venir investir sur ce territoire. Donc, tout ça fait que nous sommes à l'affût d'opportunités d'investissement. Les outils sont divers et variés. Les outils qui sont des cofinancements avec Tumwilcom, on verra l'offre de Tumwilcom. Des outils qui sont plus sur le développement durable, le financement vert, avec des partenaires DFI et Banque internationale. Le fonds Mohamed VI aussi, qui a une offre qui nous permet aussi de fiabiliser les projets qu'on accompagne en cofinancement avec le fonds Mohamed VI. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un momentum qui est très important, très intéressant pour développer l'investissement. La banque est la banque de confiance, c'est celle qui va permettre de fiabiliser ces projets, de les challenger. C'est elle qui a la relation quotidienne avec le client. Donc c'est celle qui va permettre d'être le garant de l'aboutissement, le succès du projet. Donc nous sommes au cœur de la chaîne d'investissement et nous développerons plus tard un peu plus Absolument. Et vous avez près de vous un bel exemple d'investisseur ou d'investissement. On va lui donner effectivement la parole à celle qui a transformé pratiquement une idée en une entreprise et l'entreprise véritablement en valeur ajoutée. Madame Azmani, voilà, je m'adresse à vous évidemment surtout en direction de votre expérience sur le terrain. D'une part, ça serait bien que vous nous expliquiez un peu, que vous nous présentiez effectivement ce projet que vous avez pu réaliser, et d'autre part, pourquoi avoir choisi véritablement d'investir dans cette zone particulièrement. Bonjour tout le monde, merci pour l'opportunité. Donc, Imkan Waterfront est une société émiratie qui a décidé d'investir au Maroc. Je vais commencer d'abord par le choix de la ville. En fait, je le dis souvent, le choix de la ville de Rabat était une évidence. Et pourquoi? C'est pas parce que je suis de Rabat, je suis très objective ici. C'est surtout parce que on dit Rabat,
ville lumière, capitale de la culture, et vraiment, c'est pas un slogan. Rabat est une ville qui rayonne, de par le patrimoine, de par la beauté des paysages, l'infrastructure très développée, le fait que ça soit une ville moderne également, avec une grande histoire. C'est une ville à la fois apaisée et dynamique. Et ça vraiment, ça correspond un peu à notre vision. Imken, on dit, notre slogan, en quelque sorte, c'est de dire soulful places, enriched lives. Donc nous souhaitons toujours faire pas que des espaces, mais des espaces qui ont des âmes et qui apportent quelque chose aux usagers, que ce soit des visiteurs, des habitants. Ceux qui vont utiliser ces espaces doivent avoir quelque chose en plus après les avoir côtoyés. Et Rabat, elle est vraiment excellent tremplin pour notre projet, nos futurs projets au Maroc. Donc ça, c'est pour le choix de la ville. Ensuite, le projet, donc c'est un projet mixed use qui contient à la fois une partie loisirs. Il y a un centre commercial qui est devenu aujourd'hui une référence Rabat, le mall du Carrousel. Il y a un hôtel 5 étoiles qui va ouvrir avant la fin de l'année. Nous avons également des espaces verts, nous avons des espaces de bureaux, nous avons une partie résidentielle. Donc, nous ambitionnons à devenir alhamdoulilah, c'est en train de se faire, un nouveau centre, une nouvelle centralité de la ville de Rabat et d'offrir un peu une expérience unique et upgraded pour tous les habitants et les usagers de la ville. Rabat, on peut imaginer pratiquement le même esprit innovant en direction de Casablanca, par exemple, qui a besoin effectivement de cet esprit innovateur ou novateur. Tout à fait. Ouais. On a commencé par Rabat et j'insiste pour dire que c'est un tremplin parce qu'on voulait vraiment que on reflète un peu notre vision de développement immobilier et je pense que Rabat était excellente pour ça, mais on s'arrête pas là évidemment. Nous sommes un développeur international, on a des projets un peu partout dans le monde, bien sûr aux Émirats mais aussi en Égypte et dans d'autres pays. Et donc bien sûr au Maroc on va pas s'arrêter pour Rabat Inch'Allah, on est qu'au début. Voilà, et ça a besoin effectivement d'une ère de la guerre de l'argent. Hein. Là, pratiquement, là, je vous vois arriver, si Saïd Jabrani. Effectivement, pour transformer un projet en réalité, cela demande beaucoup d'argent. Quels sont les leviers généralement qui sont activés pour renforcer déjà la dynamique de l'investissement privé au niveau de cette même région qui nous réunit aujourd'hui? Merci pour la question. Merci pour l'invitation, c'est Mohsin. Et comme tu l'as très bien précisé, le CRI est un peu au cœur de tout cet écosystème au niveau de la région de Rabat Salé Kenitra. Et Tiamouilkom, quelque part, est au cœur de cet écosystème au niveau national. Alors peut-être quelques mots pour Tiamouilkom parce que effectivement c'est une institution qui agit souvent en deuxième rideau. Tiamouilkom existe depuis 1949. 1949. Ah oui. 76 ans d'âge, aujourd'hui l'âge de la maturité. Et nous sommes une institution qui a pour objectif de donner vie au projet en facilitant le soutien financier, au sens large du terme, globalement. On a un seul objectif, c'est de permettre que les entreprises puissent avoir accès à un financement et donc se développer d'une manière la plus fluide possible. Comment est-ce qu'on fait ça? Nous avons bien entendu le cœur de notre activité qui est d'apporter de la garantie souveraine, de façon à ce que nos principaux partenaires, qui sont le partenaire bancaire, et avec Saadid qui est présent aujourd'hui, qui représente bien entendu au niveau de la région de Rabat Salé Kenitra la Banque Populaire, mais d'une manière plus large, l'ensemble du secteur bancaire au Maroc, on a un partenariat privilégié depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, où nous intervenons pour faciliter cet accès au financement. On pourra en dire quelques mots tout à l'heure avec des chiffres clés et des concrétisations très marquantes et très significatives. Donc ça, c'est certain. Donc ça, c'est pour le volet garantie. Nous intervenons également de façon à ce qu'on puisse orienter l'effort d'investissement vers certains secteurs que nous considérons stratégiques et importants pour le royaume. On en citera aussi quelques exemples tout à l'heure, puisque nous cofinançons avec les banques, et quelques exemples ont été cités tout à l'heure avec la Banque Populaire, avec Cap Access, avec un peu tout ce qui est développement durable, où nous avons des thématiques spécifiques sur lesquelles on cofinance. Donc lorsque la banque va donner un, nous allons donner un supplémentaire, avec des conditions plus avantageuses aussi pour permettre de drainer de l'investissement
vers certains secteurs d'activité spécifiques. Et enfin, vu que nous parlons de la région de Rabat, ça aussi c'est intéressant de le dire, on a une relation privilégiée avec les différentes institutions, notamment le CRI et autres. Et nous avons fait un choix depuis une quinzaine d'années d'avoir un ancrage territorial. Nous avons certes une portée nationale, mais on a un ancrage territorial parce que nous sommes convaincus que c'est en étant au plus proche du terrain que nous pouvons apporter le plus d'impact. Et dans ce cadre, nous sommes présents dans 10 régions au niveau du royaume. Très bien entendu également Rabat, Salé, Kénitra, où nous intervenons à 3 niveaux. D'abord pour apporter un soutien au plus près du terrain à nos partenaires bancaires. Nous intervenons également, deuxièmement, lorsque nous avons des investisseurs pour leur apporter un conseil, pour expliquer, parce qu'on a une palette de produits qui est assez vaste et assez large. Et en dernier lieu, bien entendu, c'est pour animer et travailler avec tout l'écosystème institutionnel dont fait partie le CRI également, pour qu'on puisse déployer nos politiques. Oui, il y a des secteurs porteurs véritablement dans cette région, en tout cas avec peut-être leur propre spécificité par rapport peut-être à ce que connaissent les autres CRI à travers le royaume. Oui, en effet, il y a des secteurs porteurs. Bon, le first to mind, c'est l'automobile. Aujourd'hui, on a tout un écosystème autour de Stellantis qui est existant, qui se développe et qui continue à se développer avec des extensions. Donc, avec mes collègues ici présents aujourd'hui du CRI, nous recevons en effet beaucoup d'industriels de l'automobile, d'équipementiers qui souhaitent continuer à s'installer. Il y a également la mobilité durable, puisqu'en effet, il y a la Gigafactory de Goshen qui est en cours d'installation. Le CRI les accompagne également. C'est un projet pour donner une idée, c'est 5 fois Renault. Donc c'est un sujet qui se trouve au niveau de la région. On a également du textile. Parmi les grands noms qu'on peut citer, c'est la convention d'investissement qui a été signée devant le monsieur le chef du gouvernement, donc Sunrise, qui a été signée il y a quelques mois. Donc avec une activité ici qui va s'installer au niveau d'Ostrerat, qui va générer plus de 6 000 emplois, sachant que c'est déjà un métier historique. On a bien entendu de l'agro-industrie, on a de l'aéronautique également qui est présente dans le parc industriel par exemple de N'Djamena, et c'est un sujet sur lequel c'est un axe de développement également pour la région. Donc on a plusieurs secteurs porteurs aujourd'hui dans la région, et on continue à développer en concertation, encore une fois, avec les patrons du territoire, avec notre ministère du tutelle, avec l'AMDI, pour aller dans le trend des évolutions au niveau mondial. C'est le cas le plus flagrant, c'est la mobilité durable. Pourquoi installer un fabricant de batteries? On l'aurait pu installer un constructeur automobile. Mais le patron dans la mobilité durable, dans le véhicule électrique, c'est le fabricant de la batterie. C'est pour ça que c'est important qu'il soit au Maroc, et c'est important qu'il soit dans la région. Et quels sont justement les projets qui ont peu de chance de voir le jour pratiquement dans cette région? Peu de chance. Des sujets. Après, ce sont des sujets, bien entendu, qui vont être liés à la position géographique ou aux spécificités du territoire. Aujourd'hui, par exemple, l'hydrogène, on n'a pas nécessairement de réserve d'hydrogène ou d'infrastructures liées à l'hydrogène, par exemple, dans la région. Des sujets qui vont être liés à du portuaire. Par exemple, aujourd'hui, ce sont des sujets qu'on n'a pas dans la région. Mais alhamdoulilah, on a beaucoup d'autres atouts. Bien entendu, j'allais oublier le tourisme, c'est très important, et la présence d'Imkan en est un exemple. C'est un axe de développement très important dans la région, et c'est quelque chose que nous encourageons énormément au niveau du CRI. C'est Adil Razel, président du directeur Banque Populaire au niveau donc de cette région. Pour rejoindre un peu l'idée de Sibel Geloun, justement, quels sont cette fois-ci peut-être un peu les projets là aussi qui ont le plus de chances là véritablement de recevoir un appui financier quelconque? Oui, tout à fait. Donc, par rapport aux projets les plus financés, bankable, on va dire, dans la région, ça reste général. En fait, pour nous, et là, je fais appel à mon expérience d'investisseur en capital, c'est vraiment le porteur du projet. La personne en elle-même. Le porteur du projet ou le groupe qui porte le projet, l'expertise qu'il a, les track records qu'il a, les références, c'est-à-dire sa connaissance du métier, c'est tout ça. Plus, bien sûr, ça pour nous c'est très important, ça nous donne plus de confiance dans le partenariat.
Mais également, et bien sûr, les secteurs, c'est des secteurs qu'on regarde de près. La région, elle regorge d'opportunités dans le secteur du BTP. Alors le BTP est un secteur, certes, qui est passé par des moments difficiles, mais aujourd'hui, il a le vent en poupe. Quand on parle BTP, c'est les projets infrastructures, mais c'est également les matériaux de construction, les usines de matériaux de construction dont on a besoin aujourd'hui. Donc nous accompagnons de près ce secteur. C'est les secteurs de la logistique aussi. C'est les secteurs de l'industrie, donc l'industrie de transformation, mais également agri et agro. Donc le territoire aussi, c'est un territoire d'agriculture. On oublie la région de Sidi Qassem, Sidi Slimane, ça c'est des régions qui regorgent d'opportunités, d'exportateurs agricoles. Donc on a une offre pour cela. Mais également, les projets restent quand même assez importants à ce niveau-là, dans ce domaine, dans le domaine de l'agriculture. Oui, il y a des projets de taille importante, mais il y a aussi des projets de taille moyenne. Aujourd'hui, nous, en tant que Banque Populaire, on cherche aussi... Mais quel est véritablement le projet, justement, en matière d'agriculture? Est-ce qu'on peut imaginer la demande d'un soutien financier qui serait comparable à ce qu'on connaissait peut-être il y a un demi-siècle de ça, ou bien est-ce que ce sont des projets innovants dans ce domaine? Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a de tout. Il y a bien sûr l'amont agricole, mais à la limite, l'amont agricole, on l'accompagne de manière ponctuelle, mais il y a aussi la transformation. Donc la transformation, il y a la chaîne logistique, le froid, tout ce qui est stockage, tout ce qui est la partie agro-industrielle, qui pour nous est vraiment importante. Le fabriquer local, consommer local est très important. Aujourd'hui, on cherche à développer ces projets-là. Il y a aussi les projets, on va dire, agricoles purs, mais à forte valeur ajoutée. Les fruits rouges, par exemple, c'est des secteurs qui sont très porteurs, une partie sur notre région, une partie sur la région du Nord. Et maintenant, aujourd'hui même, les régions du Sud font le développement de produits de fruits rouges. Pour continuer les projets de la santé, nous avons aussi pas mal de cliniques, pas mal d'infrastructures hospitalières qui se développent dans la région et que nous accompagnons. Nous accompagnons non pas que par la partie bancaire, mais aussi la partie leasing, parce que ces équipements, ces investissements peuvent aussi être financés sous forme de leasing crédit bail. Donc c'est quelque chose aussi, on a une filiale spécialisée pour cela, qui a toute l'expertise pour accompagner. Donc voilà, donc les secteurs, pour nous, on ratisse très large. En tant que banque universelle, on ratisse très large. Maintenant, il y a des secteurs qui sont très porteurs. Donc quand je dis le porteur de projet, mais c'est également la viabilité de son projet, son business plan, est-ce qu'il a les cash flows suffisants pour payer les échéances. Donc ça dépendra du marché. Est-ce qu'il est porteur? Est-ce qu'il est en croissance? Nous accompagnons aussi les sociétés exportatrices, aussi dans leur mutation pour tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est décarbonation. Donc là aussi, c'est des thèmes d'investissement que nous apprécions. Voilà, donc porteur de projet, qualité du projet, secteur et surtout les territoires, non pas que Rabat-Ville, mais partout dans la région. Nous sommes sur Tifelt, Srerat, la région. Alors, quelque chose d'important aussi que je voulais vous mentionner, c'est qu'aujourd'hui, nous finançons aussi des projets de foncier industriel. C'est-à-dire qu'il y a l'offre, effectivement, publique, mais il y a aussi une offre privée industrielle. Donc, on arrive vraiment en amont de la chaîne de valeur où il y a des projets de foncier industriel qui se développent sur la région. Bien sûr, par manque de foncier, parce qu'il y a des opportunités. Et les investisseurs veulent investir, mais ils cherchent du foncier. Et nous sommes là aussi pour accompagner les investisseurs promoteurs dans le foncier industriel. C'est Benjeloun, justement, la particularité de cette région, c'est sa position géographique. On ne le répétera jamais assez. Kenitra se trouve pratiquement à mi-chemin de Tanger, en tout cas destiné à l'exportation pour les promoteurs potentiels dont les produits sont destinés justement à être exportés. Et à mi-chemin aussi entre Tanger, on disait, et Casablanca. Est-ce que cet atout est généralement mis en avant quand il s'agit des personnes qui viennent vous soumettre leurs projets éventuellement?
Ah oui, clairement, parce que les investisseurs ont souvent une logique, je parle pour les industriels, et ceux qui visent l'export en particulier, ils ont toujours une logique de proximité, soit des donneurs d'ordre, soit des axes routiers et ferroviaires. Donc, lorsque, je vous le disais, lorsqu'un investisseur vient, lorsqu'on lui présente ou lorsqu'on va prospecter, on a des outils où on lui présente justement cette proximité des axes routiers, cette proximité des axes ferroviaires, les infrastructures, parce que les besoins sont différents. On parlait d'un textilien. Un textilien, par exemple, en amont, il a besoin, lui, c'est des sujets différents. Il a besoin, par exemple, d'eau. Il a besoin de beaucoup d'électricité. Un automobile, lui, par contre, c'est du sujet électricité. Gigafactory, c'est encore plus. Donc, il faut aussi s'adapter aux besoins de chacun. Et la région sait y répondre par rapport aux infrastructures qu'elle a développées. Et le CRI travaille également sur la planification du développement de la région en étant force de proposition, en proposant également justement les nouvelles zones à développer en fonction de ce qu'on a vu et des trends d'avenir. Et on le fait bien entendu en coordination avec nos partenaires, aussi bien du privé ou semi-privé, comme les banques, comme Tiamouilkoum, partager cette information pour pouvoir ensuite travailler tous ensemble à façonner le territoire et répondre au plus près aux spécificités de chaque investisseur, et en particulier pour la partie industrielle. Je m'adresse à vous, Madame Azmani. Je rappelle, vous êtes directrice générale déléguée d'Imcan Waterfront. On a parlé effectivement de soutien financier, que ce soit de la part des institutions privées ou publiques. Quel a été un peu justement l'apport, peut-être le soutien exprimé cette fois-ci en matière de l'administration? Est-ce que vous avez été aidé, est-ce que vous avez été appuyé, encouragé justement par les institutions côté administratif? Alors en fait, tout projet qui voit le jour, qui réussit, c'est un témoignage vivant d'un bon partenariat entre l'investisseur, le privé et les administrations publiques. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Pour notre cas, ça a été, oui, on a vraiment bénéficié du soutien, en particulier du CRI. C'est pas parce que Mohsen est là, ils ont été avec nous depuis le départ. C'est-à-dire, avant même que le projet soit défini, on a aligné notre vision d'investisseurs avec les besoins de la région pour que ça soit une opération win-win dès le départ. Et ensuite, tout au long du trajet du projet, ils étaient là pour nous accompagner, pour nous diriger. C'était une sorte de, je dirais, un GPS qui nous oriente vers les bons interlocuteurs. C'était aussi un facilitateur. Il y a des situations complexes qu'on vit au quotidien quand on investit, surtout sur des investissements qui sont sur plusieurs années. Les choses changent, il y a des évolutions constantes et c'est très important d'avoir ce genre de partenaire. Je pense que c'était vraiment décisif d'avoir un guichet unique, des personnes réellement, c'est pas une administration abstraite, c'est des personnes qu'on contacte tous les jours, avec lesquelles on parle. C'est des vrais partenaires et c'est décisif, je pense, pour tout investissement qui aboutit. Alors, il y a les grands groupes, il y a évidemment les très petites et moyennes entreprises. Il ne faut pas les oublier. J'imagine qu'elles sont très importantes au niveau de cette région. Déjà, quelle est leur part en pourcentage, en taux, en tout cas celles qui sont présentes ici dans cette région, si on doit les quantifier? Alors, d'abord, je pense que c'est très intéressant d'avoir avec nous dans le panel plusieurs acteurs de l'écosystème, un exemple réel d'investissement. Mais le vrai sujet de Tiamouilkoum avec l'ensemble de partenaires, c'est la TPME. Et pour être peut-être encore un peu plus précis, la TPE, la très petite entreprise. Pourquoi ça? Parce que d'abord, nous avons plus de 90% de notre tissu économique, c'est des TPE. Au niveau national. Au niveau national. Nous avons, si on regarde les chiffres au niveau de la région de Rabassa et Kenitra en spécifique, 75% des salariés de la région travaillent dans des TPE. C'est un chiffre à retenir, donc c'est vraiment important. Pourquoi je dis ça? Parce que, et de plus en plus, on a une orientation. Les exemples que tu as cités d'ailleurs, Mohsen, tout ça contribue à la création d'emplois, c'est important pour la région au niveau national au sens large du terme. Et donc ça ne peut passer que par de la TPE et de la TPME. Et l'intervention de Tiamouilkoum est très axée en termes d'offres de produits et de services pour pouvoir promouvoir l'accès au financement de la TPM. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque notre partenaire bancaire va financer une TPE,
pour une part très significative, il y a une garantie Tiem Wilcom derrière, et une garantie Tiem Wilcom qui peut aller jusqu'à, en fonction de la typologie de projet, jusqu'à 80% du montant qui a été accordé par la banque. Il est garanti par Tiem Wilcom. Donc ça, c'est vraiment important. Ça permet de faciliter l'accès au financement et d'alléger le besoin en sûreté qui est exigé. On sait que pour un porteur de projet, pour qu'il puisse accéder au financement, c'est pas simple. Donc notre vraie finalité est là. Nous intervenons, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est un bon exemple, on a avec nous un entrepreneur féminin et ça me fait plaisir de l'avoir avec nous autour du panel. Nous avons aujourd'hui, lorsque le projet, il y a un leadership féminin, que ce soit en termes d'actionnariat, que ce soit en termes de gestion, que ce soit, nous apportons une quantité de garantie supplémentaire pour encourager encore plus que ce porteur de projet accède au financement. Et nous apportons même un taux d'intérêt qui est bonifié pour réduire le coût du crédit. Voilà, ça, c'est vraiment intéressant. Nous avons également, pour les Marocains du monde, il ne faut pas les oublier, on en a parlé brièvement, nous axons beaucoup notre intervention également, puisqu'aujourd'hui, lorsque un Marocain du monde souhaite s'implanter pour réaliser un projet d'investissement, il peut bénéficier en fonction de ce projet d'une subvention, tout en facilitant également l'accès au crédit d'une manière bonifiée. Voilà, donc plusieurs exemples. Adil, tu as parlé tout à l'heure de durabilité et d'énergie renouvelable et autres. Ça aussi, également, les entreprises, pour pouvoir les accompagner, pour accélérer leur transition énergétique, ils peuvent avoir accédé à un cofinancement à des conditions très avantageuses en termes de coûts de financement. Voilà des exemples concrets. Mais quel est le projet, quel est le profil type généralement déposé de la TPE en général que l'on vous soumet? Il y a de tout. La vérité, la force du modèle de Tiem Wilcom, c'est que nous avons de tout. Nous avons des investisseurs pour lesquels c'est des primo-porteurs de projets. Et on en a eu beaucoup. Il ne faut pas oublier que dans le cadre de l'initiative qui a été lancée par Sa Majesté en 2019 de mémoire Ntelaqa, nous avons des contributions très très importantes. Nous avons pu accompagner un nombre de porteurs de projets très importants et des personnes où c'était au stade de l'idée et que nous avons accompagné pour la traduire sur le monde réel. Tout comme nous avons des serial entrepreneurs, donc c'est des personnes qui ont déjà d'autres projets et qui se lancent de nouvelles activités. Là aussi, nous accompagnons. Tout comme nous pouvons avoir de l'accompagnement, c'est de la TPME un peu plus, sur des montants un peu plus faibles. Donc nous avons un peu de tout. Et c'est la force de notre modèle, c'est que nous avons la capacité d'offrir à chacun de ces profils des besoins spécifiques. Alors, je vais donner un dernier exemple parce que vous me tendez la perche sur des porteurs de projets. Tiem Wilcom intervient également, parce que j'ai beaucoup parlé de garantie et de cofinancement, vous l'avez compris, mais on intervient aussi différemment. Nous avons aujourd'hui également une autre casquette où nous accompagnons l'innovation par le biais de notre fonds d'investissement Innovinvest, où là, notre contribution est différente, où nous faisons du haut de bilan, où nous pouvons même prendre des prises de participation par plusieurs mécanismes de ruissellement, directement dans des entreprises dans lesquelles nous croyons. Et donc là, c'est différent. Ce n'est pas de la dette qui est portée par le secteur public, c'est plus nous mobilisons des fonds publics, mais également nous mobilisons des fonds privés, de façon à les prendre des prises de participation. Et là, nous avons déjà accompagné des centaines et des centaines de porteurs de projets au Maroc lorsque c'est innovant et lorsqu'il y a de l'impact. Justement, Si Benjeloun, est-ce que là aussi, j'allais dire, est-ce qu'une passerelle existe justement entre le CRI et effectivement notre intervenant il y a un instant? Est-ce que vous êtes pratiquement au téléphone tous les deux et voilà, l'un qui dit à l'autre, ben voilà, j'ai un dossier qui peut être très intéressant, voir un peu qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là et vice-versa. J'aurais voulu, voilà, est-ce qu'il existe une synergie entre vous véritablement ou bien chacun pratiquement travaille dans son coin Je vais vous dire, déjà la première synergie, c'est en termes de gouvernance. Parce que Tiem Wilcom faisait partie du conseil d'administration du CRI et également du comité d'audit. Donc la relation est déjà très particulière. D'une part, en effet. Et d'autre part, sur tous les sujets d'accompagnement, je dis bien tous les projets d'accompagnement, Tiem Wilcom, tous les projets d'accompagnement, Tiem Wilcom est présent lorsqu'il y a eu les projets. Donc c'est du sujet nationaux qui ensuite en effet ont été déclinés au niveau régional. On peut parler de Ntelaqa, on peut parler de Salama. On est également en train de monter des programmes d'accompagnement spécifiques au niveau de la région. Et Tiem Wilcom est toujours derrière.
à minima en tant que conseil, parce que c'est important d'avoir leur vision, leur connaissance. Ils ont un ancrage régional, donc ils ont une connaissance du tissu entrepreneurial, donc c'est important de les écouter d'une part. Deuxièmement, leur connaissance bien sûr des montages financiers. On a des compétences en interne, mais c'est important. Et troisièmement, lorsqu'ils sont en garantie, en backup derrière du financement qui est accordé aux porteurs de projets. C'est Adil Rzel, justement, vous êtes donc de la Banque Populaire au niveau de cette région. Là aussi, je vous pose pratiquement la même question. Est-ce que là aussi, il existe pratiquement une synergie entre vous trois, et comment ça se passe généralement quand un dossier, c'est vrai que circule auprès de l'un et qui doit être obligatoirement quelque part vu par aussi un autre intervenant? Alors, la relation avec nos partenaires CRI ou Temwilcom, elle est importante. Alors, Temwilcom, c'est quasiment du quotidien. On est intégrés. On a même des systèmes d'information intégrés. Les trois mousquetaires. Donc, on est, comme ça nous permet, sur le volet garantie et sur le volet cofinancement, d'avoir une péréquation, les projets peuvent être mieux financés quand ils font appel à l'appui de Temwilcom. Donc quasiment, en tout cas sur le segment de la TPE, ça va de soi. On est intégré. Nos équipes, c'est pas au niveau top management, c'est au niveau des équipes, elles ont leurs canaux de communication quotidien. Donc ça, c'est très important. Je voulais revenir sur la TPE, parce que franchement, on a touché du doigt quelque chose de très important. Pour nous qui voyons sur le terrain ce qui se passe, la TPE, c'est un gisement important pour nous, pour notre région, mais également pour le Maroc. Elle n'est pas assez financée, pas assez financée. C'est-à-dire, si je parle que des chiffres que je contrôle, enfin que j'ai, les TPE sont plutôt à ressources qu'à crédit. C'est-à-dire que, si je donne un chiffre, à peu près 2 milliards de dirhams de ressources de TPE qui sont déposées chez nous, mais on n'a donné que 500 millions de dirhams de crédit à ces TPE, ce qui est aberrant, enfin, ce qui est quelque part pas normal. Donc ça veut dire qu'on a peur de cette TPE, qu'elle n'est pas assez financée. Alors, parce qu'aussi, il y a des sujets de risque, enfin de coût du risque pour nous en tant que banque. C'est-à-dire on veut financer, on veut bien financer, mais il y a des risques. Donc, je pense que cette TPE a besoin de plus d'accompagnement. Les outils de financement existent, sont très bien. Et Jbrani les a décrits. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, même il y a plus tout ce qu'il faut, il y a aussi l'informel. Qu'est-ce que vous faites face à ce phénomène-là? C'est un vrai sujet. Par exemple, nous, en tant que banque, l'informel, on ne le voit pas. Donc, on ne le considère pas. Donc, ça veut dire que ça fragilise la santé financière d'une entreprise. Elle n'est pas bankable si son bilan ne reflète pas la réalité de son économie. Donc, ça, c'est un sujet important qu'il faut adresser. Je pense que l'État fait tout pour éradiquer de plus en plus l'informel. De plus en plus, on a des chefs d'entreprise qui sont conscients qu'il faut rentrer dans l'ordre pour accélérer son développement. Sinon, il sera toujours marginalisé par rapport au financement. Donc, pour moi, c'est un sujet d'accompagnement parce qu'il faut les suivre de près. Et d'ailleurs, quand ces TPE profitent du système de l'appui technique et l'appui financier de l'État, c'est une bonne chose parce que s'ils passent par des filtres, parce qu'ils doivent respecter certaines conditions, ça leur permet aussi de mieux gérer, d'avoir une meilleure gouvernance, d'avoir une meilleure gestion. Donc, pour moi, cette histoire de TPE, c'est quelque chose que nous allons nous développer davantage en tant que Banque Populaire. Nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour mieux accompagner ce segment. Et je trouve qu'il y a un gisement important parce que si on veut développer l'investissement, c'est via ces TPE et c'est qu'il faut aller chercher les opportunités avec ces TPE. Donc, on est vraiment dans le cœur du sujet de l'investissement. Ouais. Sejbrani, vous m'avez parlé tout à l'heure d'un taux de combien? De 80-85% des TPE au niveau national, en gros. Hein. Quelle est un peu la part, justement, pour revenir un peu au phénomène de l'informel? Voilà, qu'est-ce qui est fait? Parce que généralement, là aussi, j'imagine que c'est une des voies. Voilà,
dans laquelle vous êtes engagé, et essayez surtout d'assainir au maximum ce secteur. On est complètement en phase et je voulais effectivement rebondir sur ce que disait Adil. C'est même plus de 90% du tissu économique au Maroc est porté par de la TPE. Le vrai combat que nous avons au niveau national est le combat de réussir à développer la TPE et par ricochet développer l'emploi et l'entrepreneuriat. Ça c'est vraiment clair. Est-ce qu'on a le sujet de l'informel est un sujet important. Comment est-ce qu'il est adressé aujourd'hui? Il est adressé au plus haut niveau de l'État. Il y a une stratégie nationale qui est en cours et qui est pilotée, que ce soit par la Banque centrale principalement, mais aussi par d'autres pouvoirs. Et il y a une vraie étude et des travaux en cours aujourd'hui qui vont permettre de donner des actions pour pouvoir limiter cet informel dans lequel on va jouer un rôle. Comment? En espérant, à notre modeste échelle, que de dire, lorsque je facilite le financement, je vais encourager une activité qui est informelle à aller dans le formel. Je vais donner un exemple très différent de la TPE, mais pour qu'on puisse comprendre un peu de quoi je parle. Aujourd'hui, nous avons au Maroc sur le logement, donc on ne parle pas de TPE, on ne parle pas d'investissement, on parle de logement individuel. Nous avions mis en place, il y a maintenant une dizaine d'années, un mécanisme spécifique qui permet de faciliter l'accès au financement à des populations qui ne sont pas spécifiquement des salariés, en tout cas dans le monde formel. Et à l'époque, tout le monde disait, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Des personnes qui ne sont pas déclarées, et pourtant ils ont un revenu, on sait qu'ils ont un revenu, et on les a garantis, et ça marche. Et ça a marché pendant une dizaine d'années, ça a permis un boom sur l'immobilier avec ce programme. Maintenant, le vrai sujet, on se pose beaucoup de questions encore sur comment est-ce qu'on peut accompagner demain avec des produits spécifiques, voilà. C'est informel. Et nous nous mettons dans le cadre des travaux qui sont en cours, on va attendre les résultats définitifs. En tout cas, avec la Banque centrale, il y a une charte sur laquelle d'ailleurs monsieur Le Wali a communiqué lors de sa dernière sortie pour dire qu'il y a des travaux en cours sur une charte pour le développement de la TPE, avec le secteur bancaire, avec de l'accompagnement. Tu as beaucoup parlé d'accompagnement et je pense que le vrai combat que nous avons pour réussir ça, c'est l'accompagnement. Une TPE qui est déjà structurée, qui sait déjà rentrer dans une agence bancaire, qui a déjà demandé un crédit, on a déjà fait une partie du chemin. Et on a des produits qui permettent d'adresser aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on arrivera à ce que d'autres TPE prennent leur courage à deux mains, rentre dans une agence bancaire? Ça fait toujours peur de rentrer dans une agence. Hein. Il y a du marbre, il y a des choses. Pourtant, voilà. Il est gentil comme tout. Hein. Oui, mais les gens ont peur. Et donc, du coup, il faut les prendre par la main, il faut les faire rentrer, il faut leur expliquer des choses, il faut leur expliquer ce que c'est qu'un business plan, il faut leur expliquer ce que c'est que la rentabilité financière, des choses très basiques. Et à partir de là, dans la durée, ils auront besoin de financement, on sera présent pour ça. Donc on veut également travailler avec le CRI, avec l'ensemble des partenaires institutionnels pour développer un peu plus en amont tous ces sujets-là, dans lesquels on croit, mais beaucoup plus en amont. Alors on prend un exemple toujours auprès de Madame Azmani. Là aussi, comment ça se passe? Vous aussi, on vous a pris par la main, on vous a fait entrer à l'intérieur d'une banque. Comment ça se passe? Comment en matière d'accompagnement et d'encouragement? Je pense que le cas d'Imcan est un petit peu différent. Nous sommes un grand groupe. Oui, absolument. Il y a un commencement à tout. On est sur une autre échelle en fait d'investissement, donc on n'est pas. Mais je comprends parfaitement ce qui est dit à propos de la toute petite entreprise. Je comprends l'appréhension bancaire. À l'échelle de Imcan, l'accompagnement est sur d'autres niveaux et c'est tout aussi important. Là, on parle d'investissement de presque 2 milliards de dirhams, donc on est sur une échelle beaucoup plus importante, mais on a quand même besoin, évidemment, toujours d'accompagnement, de financement bancaire, même si un bon entendeur, salut. Voilà, donc que ça soit pour ce projet, ou d'autres projets, comme j'ai dit, c'est que le début. Donc il y a toujours besoin, évidemment, de travailler avec les institutions bancaires pour toujours financer et investir encore plus. Simone Genon, vous aurez aimé effectivement avoir la visite de personnalités un peu comme Madame Azmani qui viennent vous voir pratiquement tous les jours. C'est déjà le cas. Ouais. Hein. Oh, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas parce qu'on a une relation quotidienne pour l'accompagner. Je voudrais revenir sur le sujet de la TPME, ce qu'il disait notamment c'était Adil Sisdaïd. Lorsque j'ai présenté au départ le paysage de l'investissement, conformément aux orientations de Sa Majesté l'Ansro,
Donc, on a cette charte. Cette charte, donc il y a un dispositif dont je vous ai parlé, AMDI, ministère, CRI, etc., mais aussi un dispositif d'accompagnement. Aujourd'hui, le dispositif d'accompagnement, il commence à partir d'un investissement de 50 millions de dirhams et 50 emplois jusqu'à environ 2 milliards de dirhams. Et donc, ça, c'est la charte de l'investissement avec des critères précis. Et ça, donc derrière, il y a un support financier de l'État. Donc, c'est du cashback qui peut monter jusqu'à 30% de l'investissement du porteur de projet. Au-delà de 2 milliards de dirhams, c'est un partenaire stratégique, c'est de la négociation en gré à gré avec l'État. C'est normal, vu la taille du projet. Là, vous allez me dire, mais en dessous de 50 millions de dirhams, qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis, il y a actuellement, dans le dispositif d'accompagnement de la charte de l'investissement des TPME, qui est en cours de mise en place. Le décret a été voté, il est en cours de publication, il est encore en cours d'aménagement. C'est également un dispositif, donc il répond à des critères d'éligibilité, c'est-à-dire que c'est pour une TPME, donc un chiffre d'affaires qui va jusqu'à 200 millions de dirhams. C'est un montant d'investissement qui est entre 1 et 50 millions de dirhams. Et il faut qu'il y ait un ratio de création d'emplois de 1,5 au moins. Sur cette base, l'investisseur, il peut également avoir accès à un support, un soutien financier de l'État jusqu'à 30% de son investissement. Donc ça permet de répondre au sujet de Didier Aydil qui dit voilà, il n'y a pas assez de financement. Ça permet aussi de répondre au sujet de l'informel parce que derrière, naturellement, il doit déposer un dossier complet. Et ce processus sera traité au niveau des CRI pour la définition, pour la confirmation d'éligibilité, le calcul des primes. Les primes, donc ces fameux 30%, dépendront de 3 critères. La localisation, parce que l'objectif est toujours de toujours de rééquilibrer entre les territoires. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez justement de Kenitra, mais on a aussi l'intérieur des terres. Il faut rééquilibrer entre les territoires. On a des zones industrielles, alhamdoulilah, qui marchent très bien aussi à l'intérieur des terres. D'une part, donc s'il va à l'intérieur des terres, il aura plus de primes. Deuxièmement, c'est aussi en fonction du secteur, parce qu'il y a un secteur qu'on veut pousser plus que d'autres. Et troisièmement, le ratio de création d'emplois. Plus il crée d'emplois, plus il a de primes. Donc, c'est quelque chose qui est venu pour répondre je dirais presque à un vide. Parce que comme l'a dit Saïd, il dit voilà, écoutez, 80% de mon tissu économique, c'est de la TPME. Et or, la charte, c'est à part de 50 millions de dirhams, 50 emplois. Donc on va pouvoir répondre à ce besoin. On a déjà des expressions d'intérêt dans ce sens. Notre ministère est en train de travailler en coordination avec d'autres ministères pour le déploiement. C'est imminent pour pouvoir déployer le plus tôt possible cette charte et accompagner donc les porteurs de projets. Justement, auprès de la Banque populaire, est-ce qu'il existe là aussi peut-être un peu des conditions pour adapter certains projets à la réalité du terrain? Là, j'imagine qu'il doit y avoir certainement des conditions. Critères, il y a beaucoup de critères, effectivement, mais ce qu'on cherche, c'est surtout des entrepreneurs, des entreprises avec qui on va être partenaire, qu'on va avoir une relation de confiance et de transparence. Donc ça, c'est les projets qu'on aime bien. Le dispositif que vient de décrire Sibn Jelloun est attendu, parce que effectivement, on avait pas mal de projets qui devaient investir 40, 45, ils essaient de monter à 50 pour pouvoir bénéficier. Aujourd'hui, il y aura une offre pour les TPME à partir de 1 million, c'est ça? De 1 jusqu'à 50, donc c'est très bien. Tous ces dispositifs d'accompagnement public-privé sont importants. Ça permet un entrepreneur qui n'a pas de fonds propres, ou très peu de fonds propres, c'est difficile pour lui d'être accompagné. Donc, le fait d'avoir une subvention, d'avoir un cashback, d'avoir une assistance technique, d'avoir tous ces mécanismes permettent à la banque de prendre plus confiance et d'accompagner. Donc, nous, les produits, comment on va les adapter, c'est en écoutant le marché, en étant au plus près des entreprises, en allant les visiter. On se rend compte qu'il y a des besoins. On se rend compte qu'il faut anticiper certaines choses. Pour les gens qui exportent, il faut qu'ils se préparent à la législation internationale, au changement climatique, qu'ils investissent dans l'outil de production qui soit récent, qui soit à la page,
plus de productivité. Toutes ces discussions avec les entreprises nous permettent d'identifier et de les motiver pour aller plus loin dans l'investissement. Donc, franchement, notre région a beaucoup d'atouts. Les porteurs de projets, à la vérité, moi, ayant fait beaucoup de régions, surtout Casa, je trouve qu'on a des entrepreneurs dans la région qui sont vraiment d'un haut niveau et qu'il faudrait juste, pour les PME, les accompagner et les fidéliser. Pour les TPE, là, par contre, quand on a dit accompagnement, nous, franchement, on a même réfléchi à une sorte de ce qu'on appelle une mise en portefeuille, c'est-à-dire les TPE qui sont affectés à des chargés d'affaires, qui passent plus de temps avec ces TPE pour les accompagner, pour leur expliquer ce qu'il faut faire, pour leur faire éviter des erreurs. C'est-à-dire que c'est un travail vraiment, passer du temps avec ces TPE, parce qu'on sait que c'est un gisement important et qu'il faut investir dedans. Mais justement, les TPE, c'est plus intéressant, en tout cas de Tamoilcom, d'investir, de s'intéresser peut-être au monde rural, beaucoup plus qu'en milieu urbain, ne serait-ce que pour décongestionner justement un peu le milieu urbain. Est-ce que justement vous encouragez véritablement à l'investissement dans le milieu rural ? Alors, avant de parler du monde rural, parce qu'on a des choses qui sont spécifiques, encore une fois, nous, on est là pour répondre d'une manière globale à l'ensemble des sujets dont fait partie cette proposition. Mais je pense que par rapport à ce qu'on disait au niveau du CRI là et l'instant au niveau du CADIL également, c'est que d'abord on n'a pas beaucoup parlé de la région de Rabat Salé Kenitra pour lui donner quand même toute l'importance. On a dit que c'est important, qu'elle joue un rôle central, mais aujourd'hui il faut savoir que aujourd'hui ça pèse, en tout cas pour donner quelques chiffres, 17% de notre contribution au niveau de Tchemouilkom. Ce qui est une quote-part qui est plus importante que si je devais la comparer, on aime bien se comparer. À la contribution dans le PIB national, c'est 16, quelque chose %. Chez nous, c'est 17%. Donc, on intervient d'une manière encore plus forte au niveau de la région Rabat Salé Kenitra par rapport aux autres régions. Et ça montre un vrai dynamisme spécifique à cette région. Et l'année dernière, par exemple, lorsqu'on a fait le point, on a accompagné plus de 7400 bénéficiaires l'année dernière au niveau de cette région-là, au niveau de Tchemouilkom, avec nos partenaires bancaires, pour plus de 7 milliards de dirhams de crédits qui ont été octroyés. Donc c'est pour ça que je dis que nous, notre contribution, elle est vraiment directe, elle est claire et elle est tangible. Est-ce qu'on adapte nos produits et services par rapport à cette région ? Ça dépend. Bien, on est vraiment à l'écoute. D'ailleurs, j'en parlais encore avec Mohsin. Encore hier, on était en train d'échanger d'une manière encore plus large. Lorsqu'il y a des écosystèmes, et on a parlé de l'automobile, par exemple, tout à l'heure, tu en as parlé avec le développement de Stellantis, mais pas que, donc, qui arrive, on est ouvert à beaucoup de réflexions. On va construire des choses qui vont permettre une logique de TPE. Pourquoi ? Quand j'ai un grand acteur, un grand financeur, un grand investisseur, on a donné l'exemple d'Imkan tout à l'heure, et c'est normal, il n'y a pas besoin de Tchemouilkom. Quand on a un acteur important qui apporte un gros investissement, son projet tient. Il discute avec le partenaire financier et Tchemouilkom laisse sa contribution plutôt pour de la TPE, où là par contre on peut imaginer des choses où les fournisseurs ou les sous-traitants qui vont ruisseler d'une manière naturelle, on peut leur construire des choses et on a des offres produits spécifiques pour ça. Sur la logique urbain-rural, nous avons quelque chose qui est pour le rural. Rappelons, j'ai parlé d'Intelaka tout à l'heure et c'est intéressant. Nous avons dans le cadre d'Intelaka également ce que nous appelons le Moustasmeg al-Qarawi, qui est un produit spécifique, qui est encore plus avantageux pour justement pouvoir encourager l'investissement et les porteurs de projets dans le monde rural. Donc oui, aujourd'hui ça existe, c'est présent au niveau de l'ensemble des banques de la place, notamment la Banque Populaire, avec certes une vraie contribution du Crédit Agricole du Maroc qui ne sont pas là, mais qui est un acteur public également, qui joue un rôle important pour pouvoir faciliter ces financements. Donc oui, on est capable de s'adapter, on le fait aux différentes réalités, urbaines, rurales, mais pas que. Alors, en matière de statistiques, justement, j'aurais voulu vous interroger à Ben Jeloun, si on doit avoir ne serait-ce que quelques chiffres, quelques éléments chiffrés, par exemple sur, allez, on va dire sur les 10 dernières années, la région, comment a-t-elle évolué en matière d'investissement ? Je peux vous donner déjà les chiffres 2024. Le CRI a traité 116 milliards de dirhams d'investissement
Si on doit faire un peu la différence par rapport allez, on va dire peut-être une année charnière. Je vais vous donner, alors, c'est intéressant, on a parlé de la charte. La charte, qui est un dispositif pour encourager l'investissement, conformément aux visions de Sa Majesté. Cette charte, on a pu mesurer son efficacité, puisqu'entre 2022 et 2024, on a eu plus de 37% de projets conventionnés au niveau de la région. On est passé de 18 à 24, je croyais que c'est ça 19 à 24, voilà, à 26 milliards de dirhams d'investissement conventionnés. Ça vous donne déjà une idée. Et comme disait Sdi Saïd, en effet, en termes de PIB, contribution au PIB, on est à 16,5%. En termes de zone industrielle, on a un peu plus d'1 millier d'hectares. On est la 3e zone industrielle du Maroc. Et on est en train de rattraper. Là, ça va très très vite parce qu'il y a de nouvelles zones en train de s'étendre. Mais ça, vraiment dans une vision concertée d'aménagement du territoire. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est de la congestion. On veut éviter que tout soit congestionné au niveau de Khénitra avec, concrètement, pour parler pratico-pratique, plusieurs industries, donc des bus alignés pour transporter les ouvriers et donc une circulation bloquée. Donc travailler aussi pour développer tout le territoire. Pratiquement une dernière question. Qu'est-ce que 2030 représente dans l'esprit collectif? J'imagine, vous tous, vous avez pratiquement le nez sur le guidon, 2030 devant, comment ça va se passer? Est-ce que, voilà, une évolution, un défi, un challenge qui se présente malgré vous? J'ai assisté récemment à l'intervention d'un ministre et j'ai apprécié son image. Et c'est vraiment l'image collective. 2030, c'est un palier. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un palier très important, mais c'est un palier qui aujourd'hui nous fait travailler à marche forcée. Je le vois, toutes les administrations, le public, le privé, on est vraiment à un volume d'efforts et de travail très important pour pour passer à un autre palier de développement. Et c'est vraiment ce que je vois vraiment en 2030. Pour moi, c'est ça, c'est la possibilité, l'opportunité de passer à un autre niveau. Et ça se fera à une condition, écosystème. Ce que je veux dire par écosystème, c'est une notion d'équipe, bien sûr, de l'humain, mais c'est d'abord, et moi je parle vraiment je presse au niveau régional, c'est-à-dire une coopération entre les différentes institutions. Et c'est vraiment le cas ici. Différentes institutions, je vois également certaines institutions qui sont représentées également ici présentes, par exemple l'ANAPEC. Donc l'emploi, le financement, l'infrastructure, la coordination, et tout ça bien sûr sous la houlette des gestionnaires du territoire. Eh bien justement, vous avez évoqué l'auditoire ici présent, on va lui accorder la parole. Ce serait bien que, voilà, si vous avez des questions à poser à nos invités ici présents, n'hésitez pas. On va faire circuler éventuellement le micro et voir un peu s'il y a d'éventuelles questions. Ma question, c'est par rapport au business model pour le développement du secteur de production batterie. Donc, ce que j'ai remarqué, que c'est un peu différent du secteur automobile. Le secteur automobile, premièrement, il y avait une concentration dans le secteur à Tanger, et puis on a développé l'écosystème à Khénitra, Meknès, aujourd'hui aussi à Oujda. Donc, ce que j'ai remarqué dans le business model de la batterie, et vous pouvez me corriger si je me trompe, ce qu'on a... je pense 3 entreprises actuellement. On a BTA à Tanger, on a Goshen Gigafactory à Khénitra, on a Capco, Georges Sfar. Donc, si vous pouvez me donner plus d'idées sur le business plan de l'écosystème batterie. L'autre question qui peut-être concerne tout secteur confondu, c'est la question de décarbonisation. Donc vous avez parlé, bien évidemment, nous on a l'expérience avec vous, surtout sur notre nouvelle 12e usine qu'on a inaugurée en 2024 à Khénitra. Merci d'ailleurs pour l'accompagnement. Donc on est passé aujourd'hui, ce que je rappelle, on a 2 études environnementales, une pour le site de Khénitra. Aujourd'hui on a une autre sur Tanger. Et je voulais savoir l'ampleur de la question de décarbonisation.
surtout pour un secteur automobile, c'est un secteur qui est critique. Les standards ne cessent pas d'augmenter et aujourd'hui, bien demain, on risque de perdre quelques parts de marché juste parce qu'on n'est pas compétitif au niveau de la décarbonisation. Voilà, surtout au niveau de l'Union européenne, j'imagine. Exactement, exactement. Il y a l'Union européenne, bon, c'est notre principal client. Mais il y a aussi d'autres. Donc vraiment, chaque jour, on reçoit plus de standards qu'il faut respecter. Merci beaucoup. Concernant le sujet des batteries, il y a une version concertée en effet d'aménagement du territoire. Je peux parler en particulier pour CNGR qui vient d'être inauguré au niveau de Jorf et Goshen. CNGR fabrique des composants pour batteries, alors que Goshen fabrique des batteries. Donc déjà, on a une vision concertée. Goshen est déjà en train de travailler actuellement sur la prise de commande au niveau mondial. Ils sont déjà en train de travailler dessus et leur top management en Chine, en concertation avec leur top management ici et bien sûr avec les instances de l'État, travaillent pour coordonner, pour développer, pour sortir l'usine au plus tôt possible pour répondre à ces commandes. Ils n'ont pas un enjeu commercial, ils ont un enjeu de production. Il faut sortir de l'usine, c'est ça le plus important. Mais pour répondre à votre question, en effet, c'est d'abord une question. C'est un aménagement concerté du territoire. Il ne s'agit pas pour moi d'avoir, ce que je veux dire par là, il ne s'agit pas pour moi d'avoir dans la même région 3-4 gigafactories. Ça n'aurait aucun sens. Comme je le disais, Goshen, c'est 5 fois Renault. C'est une emprise à terme, je dis bien à terme, de plus de 600 hectares. C'est une autre dimension. Ça, d'une part, pour la partie batterie. Pour la partie environnement. Là, les leviers sont doubles. Vous l'avez souligné, il y a un levier réglementaire, mais il y a aussi un levier incitatif. Le levier réglementaire, c'est lorsqu'un investisseur vient s'installer, la condition préalable à l'obtention de son permis de construire est l'obtention de l'acceptabilité environnementale. Dans cette acceptabilité environnementale, il y a 2 volets. Vous connaissez bien. Il y a le volet rapport étude d'impact environnemental. Et donc, ce sont des choses qui sont instruites au niveau de CRI avec les différents départements ministériels concernés qui sont la transition énergétique, l'environnement, bien entendu, etc., où l'investisseur est vraiment challengé. Son bureau d'études est challengé sur la qualité du rapport. Donc, il présente son projet. Qu'est-ce qu'il a comme impact sur l'environnement et quelles sont ces mesures prises pour atténuer cet impact? Et bien entendu, il y a un focus très important sur l'eau, parce que c'est un vrai sujet pour notre royaume, d'une part. D'autre part, toujours dans cette acceptabilité environnementale, ça c'est le sujet technique, le rapport. Après, il y a le sujet enquête publique. Donc, il y a une enquête publique qui est sous la supervision des provinces et des préfectures. Une enquête publique qui est faite au niveau des communes pour sonder l'avis de la population sur ce projet et l'éventuel impact qu'il va avoir sur eux. Donc ça, c'était sur le sujet réglementaire qui nous permet vraiment de cerner vraiment les impacts sur l'environnement. D'autre part, là, on en parle vraiment de décarbonation. Là, l'incitatif, c'est l'achat d'un investissement, parce que l'achat d'investissement existante, et donc il y a également des points supplémentaires qui sont donnés pour tout ce qui a trait au développement durable. Donc, et là, par l'investisseur, et c'est également le calcul des primes passe également en CRUI, en Commission régionale unifiée d'investissement du CRI, et l'investisseur est challengé sur les différents volets, dont le volet étude d'impact, dont le volet prime développement durable. Et il est challengé par les départements techniques qui sont compétents dans ce domaine pour pouvoir s'assurer. Donc ça va être un support financier supplémentaire qui va dans le sens de son investissement en faveur du développement durable et de la décarbonation. Allez-y. Alors, on allait faire la même remarque qu'à Adil probablement, qui est de dire, une fois tout ça est fait, en tout cas, et qu'il y a encore besoin de fonds pour pouvoir accompagner l'entreprise pour se décarboner, en tout cas pour sa transition énergétique. Bien sûr, les partenaires bancaires sont là. Et nous intervenons avec un mécanisme spécifique qui s'appelle Green Invest, qui permet de garantir la banque sur cet engagement-là, tout en apportant un cofinancement
un taux bonifié, réduit, pour encourager l'entreprise au-delà de ce qu'elle va avoir comme accès, éventuellement une subvention dans le cadre de la charte et un financement au meilleur taux. Allez-y, allez-y. En complément, en fait, cette histoire de décarbonation, il faut que ce soit quelque chose de plutôt volontaire. C'est pas juste il faut respecter un standard qui est dicté par le client. C'est vrai que c'est important parce que sinon on est exclu. Mais aujourd'hui, on voit sur les deux, on va dire, types, il y a le onshore et le offshore. Donc, madame, je pense que vous parlez de l'offshore, donc tout ce qui est offshore. Bon, nous, on a une structure spécifique qui accompagne le offshore. Mais on voit aujourd'hui des entrepreneurs, des PME volontaires qui investissent dans le photovoltaïque quand il y a des besoins, on va dire, moyens, photovoltaïque en autoconsommation. Et ça permet vraiment d'avoir une réduction de la facture énergétique sans être exportateur, sans avoir à rendre compte à qui que ce soit rentable et un payback en 3 ans, 4 ans maximum. Maintenant, il y a notre pays, alhamdoulilah, on a une politique d'énergie renouvelable qui est très volontariste. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de production d'énergie renouvelable qui permet pour les grands consommateurs d'électricité d'acheter l'électricité moins cher que le prix de l'ONE. Donc, là aussi, d'une manière volontaire, on peut avoir moins 10, moins 15, moins 20% de la facture énergétique facilement en contractant avec des producteurs d'énergie. Et aujourd'hui, on en a plein et on a, alhamdoulilah, la loi il a évolué rapidement et il y a les décrets qui sont passés et qu'aujourd'hui, il faut que ce soit, mon intervention, c'est par rapport à la partie volontariste. Il faut le faire sans être obligé de le faire. Voilà. D'autres questions? Madame, le micro qui va vous parvenir tout de suite. Pour les TPE, puisque vous avez parlé tout à l'heure des TPE, mais surtout pour les entreprises qui ont dépassé les 3 ans. On sait très bien, maintenant on a un grand pourcentage des entreprises, des petites entreprises qui font des dissolutions à la fin de la 3e année ou bien à partir de la 4e année, vu les difficultés qu'ils ont par rapport au tout ce qui est en relation avec les impôts, la CNSS et tout ça, même avec le marché, puisqu'on est dans un monde VOCA, alors il y a toujours des changements, un monde qui est vraiment pas stable. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités, par exemple, pour les soutenir et le 3e point, c'est l'après-financement. Parce que là, on trouve qu'il y a vraiment un grand effort pour des programmes, pour le financement des entreprises, pour encourager les entreprises ou bien les porteurs de projets à faire des entreprises, à créer des sociétés pour passer de l'informel au formel. Mais maintenant, on a un problème de remboursement. Et ça, je pense, pour la Banque Populaire ou bien pour les banques en général, ils ont constaté ça dans les programmes d'Intelaka. Maintenant, on le voit sur Força et d'autres programmes. Alors, il y a un grand problème de remboursement. Et ça aussi, ça impacte sur l'écosystème de la région et sur la durabilité des entreprises. Et merci. Merci beaucoup, madame. Je crois que la Banque Populaire est pratiquement interpellée à ce niveau-là. Oui, alors par rapport le financement, en fait, après le remboursement, vous avez dit qu'il y a des entreprises qui ont eu du mal à rembourser leur crédit et tout ça. Donc là-dessus, effectivement, sur Intelaka, on est accompagné par Tsumwilkoum et on a constaté que lorsque ça a été lancé, c'était juste après le Covid, il y a certaines entreprises qui n'ont pas pu développer le business plan tel qu'il était prévu à la base. Et donc, ils ont eu des difficultés. Donc aujourd'hui, les questions de Covid est passé, donc maintenant, les conditions économiques sont meilleures. C'est vrai qu'on a patienté pour pas mal d'entre eux et on leur donne une chance pour se développer leur activité dans un environnement économique plus propice. Par rapport à la TPE que vous accompagnez, je rebondis sur quelque chose qui a été dit, qui était importante et même importante pour le banquier que je suis. C'est la notion d'écosystème. Aujourd'hui, si une TPE s'agrippe à un écosystème d'un donneur d'ordre ou de plusieurs donneurs d'ordre qui sont de taille importante, premièrement,
moins d'informel. Deuxièmement, un standard de qualité qui doit être à la hauteur. Troisièmement, le banquier, il peut, on a des mécanismes, typiquement le factoring, qui permet de financer le cycle d'exploitation d'une TPE à travers la cession d'une facture auprès d'un donneur d'ordre solvable. Donc là, ça permettra de faciliter le financement du cycle d'exploitation. Donc j'encouragerais, moi, les TPE qui peuvent être intégrés dans un écosystème, de le faire. Ça permettra d'aller beaucoup plus rapidement dans le développement. Voilà. Bien. D'autres questions avant de terminer? Monsieur, là-bas au fond. Ah, pardon. On reviendra vers vous dans un instant. Bonjour à tous. Je commencerai par un constat pour converger enfin vers peut-être un sujet de réflexion. C'est que c'est-à-dire la résilience du système bancaire et du tissu économique marocain face à l'environnement que nous connaissons aujourd'hui, face aux changements et face aux dernières crises qu'on a connues, permet indéniablement de déduire que le conservatisme, entre guillemets, du système bancaire marocain a raison, mais qu'en est-il lorsqu'il faut accompagner cette dynamique justement à l'horizon 2030 où les investissements vont être plus importants? Est-ce que le sujet de l'approche du risque bancaire est une question qui est discutée à haut niveau dans les banques pour justement éviter de louper des opportunités par faute de retard, par faute de risque trop estimé, par faute... et puis, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être réfléchir à des mécanismes pour privilégier des entrepreneurs qui sont des investisseurs qui sont plus solvables, qui sont plus sérieux au détriment d'autres, et justement accompagner cette dynamique de l'investissement et du développement du pays. Voilà. Là aussi, je pense que cela vous concerne. Alors, il y a deux mots-clés, conservatisme et risque bancaire. Voilà, c'est d'autant plus pertinent répondra à cela. D'autant plus pertinent que c'est mon client. Donc, effectivement, en fait, 2030, c'est une locomotive pour nous tous. En fait, il y a beaucoup de projets. C'est fou ce qui se passe. C'est énormément de projets. Alhamdoulilah, on va surfer tous sur cette vague. Comme a dit Mohsin, c'est un palier. Et donc, en fait, on va rattraper un retard de plusieurs années en peu de temps. Et on est obligé. Donc, on va respecter le timing. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, on a beaucoup d'appétit pour les projets qui vont accompagner les projets structurants de 2030, que ce soit infrastructure, que ce soit bâtiment, tourisme, logistique, tous ces projets-là qui sont annexés aux projets structurants, on va les accompagner. Effectivement, l'approche, ceux qui sont solvables, qui ont déjà fait leurs preuves, ils vont avoir plus de facilité que des gens qui vont démarrer. Donc c'est effectivement, il y a une pénalité pour celui qui va démarrer, qui flaire l'opportunité, mais qui n'a pas démontré. Nous, en tout cas, dans l'approche qu'on a, l'approche de risque, on veut accompagner. Effectivement, on aime bien la prudence, le conservatisme, mais il y a sur certains projets où il faut aller vite. Aujourd'hui, on a des gens qu'on accompagnait à un niveau de 100. Aujourd'hui, on accompagne à un niveau de 500 parce qu'on sait qu'ils sont sur des chantiers importants, avec des donneurs porteurs. Des secteurs porteurs, et on sait que le financement est là. Donc, profitez de 2030. Effectivement, on va pas aller sur des projets qui vont être avec un payback de 15 ans ou de 10 ans parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après 2030. On espère qu'on va rattraper notre retard et qu'on aura une croissance
qui va être porté par toutes les couches de population, parce qu'il faut qu'il y ait une consommation, une croissance et des IDE qui vont nous continuer le trend. Donc, on va aller sur des projets pour 2030 et des projets qui vont être portés par la consommation interne, locale. Voilà, je crois que nous avons... Pardon, allez-y. C'est intéressant parce que la question de prime abord paraît adressée principalement au secteur bancaire, mais en fait c'est une question pour Tiamouilkom. Pourquoi ? Parce que vous êtes globalement en train de dire que les banques ne prennent pas suffisamment de risques, qu'il y a de conservatisme et qu'il va falloir aller être un peu plus de l'avant. Et ça c'est l'une des interventions de Tiamouilkom justement, c'est de pouvoir accompagner le secteur bancaire sur certaines franges de population. Quand je dis population, je parle d'entreprise, TPE principalement, où la banque pourrait ne pas aller naturellement, ou pourrait aller d'une manière partielle sur certains projets. Et c'est là où nous intervenons. Et les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure pour la région de Rabat, Salé, Nitra, de 7400 bénéficiaires sur 2024, 7 milliards de dirhams, une grande partie de cette contribution-là se dirige vers ce segment-là. Et donc, justement, le rôle de Tiamouilkom, c'est lorsqu'on échange avec la BP, et tu le disais tout à l'heure, on travaille au quotidien avec les équipes au niveau de la région de Rabat, c'est pour ce type de sujet. C'est pour de dire, est-ce qu'un porteur de projet aurait eu accès à un financement sans la contribution de la garantie de Tiamouilkom ? Je peux vous dire que dans la majorité des cas, là où nous sommes intervenus, on pense que probablement ce porteur de projet n'aurait pas eu accès au financement. Et c'est parce que derrière, il y a une assurance qui est apportée à notre partenaire bancaire que la banque dit effectivement, oui, ok, on va y aller, on croit dans le projet bien sûr, parce que si la banque ne croit pas dans le projet, ce ne sera pas Tiamouilkom qui le fera. C'est d'abord un projet dans lequel la banque croit, mais elle dit, j'ai besoin d'une assurance supplémentaire. Et là, nous intervenons pour apporter un appui. Et donc, dans ce cadre-là, nous intervenons et nous allons continuer à intervenir, Inch'Allah, avec nos partenaires bancaires. Et je vais les titiller un peu parce que moi, j'aime bien le secteur bancaire. Je viens d'ailleurs de ce secteur-là. Je pense qu'on a encore une marge pour aller encore un peu plus loin. Et sachez qu'on est à vos côtés pour pouvoir le faire. Tout cela va nous permettre de dynamiser le secteur TPE, création d'emplois, pour aller de l'avant pour 2030 et bien après, Inch'Allah. Voilà, donc on va pratiquement terminer ce débat qui est riche et très instructif. J'ai une dernière question, pratiquement une question commune à vous poser tous, avec une réponse commune évidemment, 1 minute, 2 minutes pour clôturer, en beauté dans la mesure du possible, et qui concerne un peu les leviers stratégiques, un peu le facteur clé, je dirais, qui permettra peut-être à cette belle région de Rabat, Salé, Kenitra d'aller encore plus en avant. On a parlé tout à l'heure de 2030, le deadline, on a parlé des territoires il y a un instant, c'est très important. Que faudrait-il faire effectivement aller dans les 2-3 années à venir pour donner à cette région effectivement peut-être un peu le potentiel qu'elle mérite véritablement? On commence par vous, Madame Azmani. Alors, en fait, la région, elle a tous les atouts pour évoluer. Elle a les équipes, elle a vraiment, on croit tous en cette région. Et je pense que j'ai pas de doute qu'il y aura un énorme développement dans les années à venir. Et je suis tout à fait d'accord que 2030 n'est absolument pas la fin. D'ailleurs, je commence à être un peu allergique à ce terme de 2030. Non, on continue. Il y aura 2032, il y aura 2034. Il faut qu'on continue et qu'on se donne des projets sur 10, 15 ans. Je suis pas d'accord avec vous, c'est Adil, quand vous dites non, il faut investir dans des projets à rentabilité 10 ans, 15 ans. C'est ça ce qui permet. Voilà, exactement. C'est ça ce qui permet de réussir les investissements sur long terme. Mais concrètement, si on souhaite doubler l'investissement tout de suite, moi je pense qu'il faut continuer sur ce qui a été entamé. La charte d'investissement, c'est excellent. C'est une vision vraiment innovante et qui permettra à tous d'avancer. Mais il faut aller un peu plus. Il faut être un peu plus audacieux. J'insiste, faciliter pour les investisseurs. Plus de facilité, plus d'aide dans tout le système qui permet que chaque investisseur il voit très clair le chemin et il fonce. J'ai une idée, j'ai découvert récemment que c'est pas innovant, ça existe ailleurs, c'est d'avoir des boards ou des centres, des commissions mixtes
privés, publics, qui évaluent très rapidement des projets et qui font comme recruter des talents, en fait. Comme un jury qui détecte un talent et qui l'aide à se concrétiser. Ça, si on peut avoir des commissions comme ça pour l'investissement et qui vont encourager et dérouler une sorte de tapis rouge pour cet investissement qui va être impactant pour la région. On considère que ça, c'est très important pour ma région. Mais dans ce cas, c'est un chemin spécifique pour accompagner cet investisseur jusqu'à la réalisation de son projet. Ça se passe ailleurs. Il y a à Singapour, par exemple, ils ont une sorte d'Economic Development Board. C'est une commission qui encourage les investisseurs et qui leur donne des accompagnements sur mesure. Ça existe aussi au Rwanda. Je donne juste ces deux exemples parce que Singapour, on connaît tous l'ascension fulgurante, et Rwanda également, qui est en Afrique, qui est passé par des moments très très difficiles très récemment et qui pourtant explose aujourd'hui. Et nous, on a beaucoup plus d'atouts au Maroc, dans notre région. Donc il suffit de un peu continuer sur notre lancée et être un peu plus audacieux pour booster considérablement l'investissement. L'audace, toujours de l'audace. La Banque Populaire, c'est Adil. Alors, pour moi, effectivement, simplification de procédures, plus de digital pour pouvoir donner l'accès au plus grand nombre, c'est-à-dire simplifier les process d'accès au financement, accompagner ces projets structurants, parce qu'on a du pain sur la planche, donc il faut juste avoir une capacité d'exécution qui soit à la hauteur. Donc cette capacité d'exécution, elle n'est pas donnée à tout le monde. Donc là, il faut que tout le monde aide pour qu'on fasse aboutir les projets déjà existants. Le tourisme, c'est sur notre région, je pense qu'il y a une pénurie de nombre de lits, il y a une pénurie pas mal de choses. Donc il faut accompagner ces investissements. Donc franchement, momentum sympathique. Il faut juste travailler, exécuter. Et comme on a dit tout à l'heure, TPE, donc il faut l'accompagner de manière plus ciblée, avec plus d'innovation. Voilà, accompagner surtout en direction du CRI, de la région. C'est Mohsin Benjelloun. Moi j'ai trois piliers, 3 axes. L'engagement. On est tous citoyens, on travaille, je le pense sincèrement. Et on a parlé avec Saïd tout à l'heure. Si aujourd'hui, par exemple, certains d'entre nous ont fait le choix de passer du privé au public, c'est pour ça. C'est l'engagement, le commitment, l'amour de notre pays. Deuxièmement, la bonne gouvernance. En effet, ça rejoint ce que vous dites à Sibn Ahmed, c'est la bonne gouvernance, en effet, la bonne articulation dans la régionalisation, comment décliner pour pouvoir décider et aller au plus vite, dans le respect de la réglementation. C'est très important. Troisièmement, les écosystèmes. Si on ne travaille pas ensemble, si chacun travaille tout seul, ça ne marchera jamais. Alhamdoulilah, continuons comme ça. Et ce que je dis, c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc juste, on a continué comme ça, alhamdoulilah. Saïd Jabrani, Tamouilkom. Alors, Tamouilkom aujourd'hui, notre slogan, notre credo, c'est croire en l'avenir. Donc nous, on croit en l'avenir. Je vais dire une seule chose, utilisez-nous. Vraiment, je m'adresse à tous les acteurs, à tous nos partenaires. Nous sommes là pour ça. On se réveille le matin, on a une équipe engagée. À chaque matin, quand elle vient, elle se pose une seule question, comme je disais, comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on puisse accompagner, qu'on puisse faciliter l'accès au financement. Donc, utilisez-nous au maximum. Et s'il y a un maître mot, ça rejoint l'écosystème, ça rejoint l'accompagnement, ça rejoint tout ce qu'on a dit. C'est de considérer comme toujours que tout seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Et on ne s'arrêtera pas à 2030. Mais on ira plus loin ensemble et on doit continuer à travailler avec totale synergie. Voilà, nous mettons un terme, j'allais dire malheureusement, à ce débat. Madame Chiraf Azmani, directrice générale déléguée d'Imkan Waterfront, Adil Ghazal, président du directoire Banque Populaire de Rabat, Saleh Kenitra. Nous avons eu également Mohsin Benjelloun, directeur général du CRI, le Centre régional d'investissement au niveau donc de cette même région, Rabat, Saleh Kenitra. Et enfin, c'est Saïd Jabrani, directeur général de Tamouilkom. Merci sincèrement d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu pratiquement un maximum de questions grâce à votre témoignage, évidemment les uns et les autres. Nous sommes en mesure maintenant pratiquement de nous faire une idée réelle, une idée précise, beaucoup plus précise en tout cas, des énormes potentialités, que ce soit en moyens humains, en moyens matériels, en énergie exprimée, en volonté affichée aussi,
pour faire encore plus de Rabat, Salé, Kénitra, une région que l'on aime tous, même si moi personnellement je n'y habite pas, mais c'est vrai que c'est une très 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 belle ville et attachante, et c'est une région effectivement incontournable, faut-il le répéter, pour la promotion des idées et le meilleur des affaires. Merci à vous tous de nous avoir suivis, à très bientôt, Inch'Allah.